Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Marc. Bonjour Lilou. Ravi de pouvoir faire cette interview. Ravi aussi. Alors, ce livre, Les énergies de l'hypnose, nous allons parler d'un sujet qui me passionne, mais ce que j'ai beaucoup aimé sur ton livre, c'est que tu l'abordes différemment. Tu as une vision de cette hypnose qui peut nous apporter énormément d'éléments dans notre propre vie, qui permet d'élargir son champ de conscience, on va dire, ou en tous les cas d'avoir des éléments, de voir la vie différemment. En fait, tu nous proposes quand même une sacrée expérience de vie, là. Oui, c'est l'idée, c'est pas tellement l'idée de parler de l'hypnose sur un plan scientifique ou en expert, c'est pas ça, c'est plutôt de parler de mon hypnose, donc c'est d'avoir un point de vue subjectif, et puis pour moi l'hypnose c'est quelque chose qui est partout, donc toute la vie quelque part est concernée par cet état particulier qu'on appelle l'hypnose. Et à tout moment, on peut tous entrer dans cet état, et c'est bien de se le rappeler, non? Particulièrement quand l'extérieur est un peu chaotique. Oui, ou qu'on a tendance à monter dans l'anxiété, dans le cerveau, etc. Parce que l'hypnose, c'est aussi revenir au corps. Et puis, c'est accueillir ce qui vient. Voilà, donc d'où le sous-titre du livre. Ce qui vient quand on laisse venir. L'hypnose, c'est laisser venir les choses. Et comme tu le dis dans le livre, on devient des vraies machines dans nos vies. On est énormément dans l'automatisme et dans le faire. Et c'est vrai qu'on laisse peu de place au silence, finalement, peu de temps à ces temps où la vie fait les choses. Eh ben, il y a l'exemple typique, tu sais, de moments où on décroche parce que, je sais pas, on est dans un café, c'est le moment d'une pause. Peut-être les gens qui fument une cigarette, je ne sais pas, à un moment il y a le regard qui se perd un peu ou qui se fixe quelque part et on décroche un petit peu. Et en fait, ça c'est le mécanisme naturel de l'hypnose et c'est un mécanisme pour se ressourcer, pour revenir un petit peu à soi, décrocher un peu des anxiétés, des questions qu'on se pose, etc. Donc l'hypnose permet ce décalage et on l'utilise naturellement. Mais c'est pas la même chose que quand on est en train de conduire une voiture, par exemple, et on se sent un peu en mode automatique et on a réussi à arriver... Si, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un mécanisme de dissociation. C'est-à-dire qu'on est là et ailleurs en même temps, où on est en train de faire quelque chose et de penser à autre chose en même temps. On ne sait plus comment on l'a fait. Voilà. Donc ça c'est en place naturellement. Donc l'hypnose, c'est cette dissociation. Parce que pour avoir fait de l'hypnose avec un thérapeute, on sent cette ultra présence, enfin conscience, on est bien présent, on se rappelle de tout à la suite de cette hypnose. Donc il y a différentes sortes d'hypnose, je suppose. Eh bien, il y a l'hypnose de chacun. Chacun a son hypnose. Chacun a une expérience différente de l'hypnose. Et à chaque fois qu'on fait de l'hypnose, on peut en avoir une expérience différente en fonction du moment, de la relation avec l'hypnotiseur ou le thérapeute, et en fonction de ce qui nous agite à ce moment-là. Donc l'expérience est différente, mais il y a un point que tu soulignes qui est intéressant, c'est que des gens qui n'en ont pas l'expérience s'imaginent parfois que c'est comme un endormissement, qu'on perd conscience, etc. Non, on en garde toujours la conscience, même si il y a une faculté d'oubli qu'on met en œuvre dans l'hypnose. Parce que le but, c'est pas forcément de se rappeler de ce qui s'est passé. Le but, c'est que ça fasse son chemin. Mais ce qui est fou, c'est qu'on le vit pleinement chaque instant. C'est comme si le mental se débranchait. Comment toi, tu vois... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui prend le dessus? Qu'est-ce qui permet cet état-là de modifier? Ou cet état, cette transe-hypnotique? Alors, le travail du thérapeute ou de l'hypnotiseur, c'est un peu de faire en sorte que le mental soit un petit peu dévié de sa vigilance habituelle pour permettre d'exprimer autre chose, justement cette espèce de dissociation. Et donc le mental, il est là, mais on le met un petit peu de côté pour l'occasion. Et donc il y a d'autres choses qui surgissent et parfois c'est une surprise. Mais toutes les personnes n'ont pas cette capacité d'hypnose au même degré. Comment ça se fait, ça? Parce que c'est en rapport avec la vigilance et le niveau de contrôle. C'est-à-dire, l'hypnose, il faut l'accepter. Il faut le vouloir. Il
faut vouloir expérimenter, oui. Il faut vouloir au moins l'expérimenter. Il faut être en capacité de lâcher prise un minimum sur son niveau de contrôle habituel. Il y a des gens pour qui c'est très difficile, qui peuvent être un peu bloqués là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que ça peut être intéressant pour ces personnes de travailler sur leur hypnose, c'est-à-dire pour élargir leur capacité à relâcher un peu le contrôle. Parce que ça va leur faire du bien. Surtout en ce moment. Aujourd'hui, on est... On le sent dans les consultations, dans les gens qui viennent, que c'est plus dur à lâcher ou les gens sont juste plus prêts. Oui, c'est dur à lâcher, mais ils sont aussi plus prêts à le recevoir. Ce qu'on observe, c'est que les gens sont plus anxieux, sont plus nerveux éventuellement, parce qu'il y a un fort niveau d'incertitude. Voilà. Après, c'est très individuel, ce rapport-là. Il y a des gens qui sont très à l'aise dans l'hypnose de manière générale et qui s'y abandonnent avec plaisir et tranquillité. Oui, donc c'est vraiment le cas par cas. Oui. Mais il y a quand même des personnes, des praticiens en hypnose, on peut dire, qui le font, qui sont plus ou moins bons, ou c'est plus lié à la personne elle-même? C'est un fit. Oui, c'est un fit. Parce qu'en fait, une relation d'hypnothérapie, c'est comme n'importe quelle relation de thérapie. Tout dépend de la qualité de la relation, de la confiance que l'on a pour s'abandonner un peu. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui passe ou ne passe pas, mais comme dans n'importe quelle thérapie en fait. Pour moi, c'est pas différent. D'ailleurs, je n'utilise pas toujours l'hypnose. Ou j'utilise de manière variée selon le besoin de la personne et le sujet. Parce que toi, tu as commencé jeune, à l'adolescence, tu as eu ta première expérience d'hypnose? Oui, je le raconte dans le livre, même si ce n'était pas une expérience. Mais effectivement, moi, voilà, en fait, je m'intéressais, comme les adolescents s'intéressent parfois à ces sujets-là, les extraterrestres, l'hypnose, le paranormal, voilà. Donc on met un peu tout ça dans le même sac, c'est des choses un peu mystérieuses. Et puis je crois que quand on est jeune, on se dit mais on va explorer des capacités qu'on ne connaît pas, on va utiliser 100% de son cerveau, on va pouvoir gagner en maîtrise, en contrôle de ce qui se passe. Et donc je suis tombé sur un livre qui expliquait quelques techniques d'hypnose. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer. Et puis quand j'ai voulu l'expérimenter sur un copain, je devais avoir 17 ou 18 ans, il a fait une crise d'angoisse terrible. Donc mon hypnose a marché, mais j'ai pas su trop quoi faire, et ça m'a très très sérieusement refroidi. Et je me suis rendu compte, comme le dit François Roustan, dont je parle dans le livre, qui est un grand hypnothérapeute, que l'hypnose, c'est pas quelque chose d'anecdotique, parce qu'on peut toucher à des choses très profondes, des traumatismes, des angoisses, des choses très profondes, et donc il faut savoir, il faut avoir un peu d'expérience pour y aller. Donc comment faire quand on le fait seul? Parce que certains parlent d'auto-hypnose, toi tu parles d'un état hypnotique dans le quotidien. Comment ça, justement, ça se combine avec des éléments traumatiques de notre expérience, ou traumatisants, ou des choses qui ressurgissent comme ça avec toutes ces situations dans le monde? Alors l'auto-hypnose, c'est quelque chose qui est vraiment utilisé pour se détendre ou pour s'envoyer des messages positifs. On ne va pas descendre forcément très très profondément. En revanche, quand on travaille avec un praticien, par rapport à cet état d'hypnose naturel qu'on peut tous connaître à un moment ou à un autre, il s'agit d'approfondir cet état. Donc il y a tout un protocole qui va permettre d'approfondir cet état et éventuellement de faire ce qu'on appelle des régressions en âge, de retrouver des moments, de revisiter le passé, des moments de l'enfance, des moments éventuellement traumatiques, pour pouvoir travailler dessus, les recadrer, les voir autrement, pouvoir mettre des émotions à distance. Donc ça, c'est un travail plus spécifique, plus thérapeutique, qui fait qu'on se rapproche éventuellement de zones plus profondes. Voilà, et donc il faut le faire en sécurité, on va dire. Oui, c'est ça. Et c'est sur plusieurs fois que ça se... Et puis, bien sûr, c'est à la fois ce qui vient, et puis on y va progressivement. C'est toujours une relation. C'est-à-dire que même en hypnose, c'est toujours un dialogue. C'est pas...
Tu sais, il y a toujours cette idée d'ailleurs qui fait le caractère un peu sulfureux parfois de l'hypnose, parce qu'on a les images de l'hypnotiseur de spectacle qui fait faire aux gens des choses bizarres, ou les ridiculise, etc. Mais voilà, parce que c'est dans le cadre d'un spectacle. Les gens qui s'y prêtent, ils sont OK pour ça. Donc là, en fait, mais j'ai perdu un peu le fil de ma... Je ne sais même plus. Oui, mais on parlait de... Alors, bonne question. Non, mais on est tellement dedans que dans le coup... C'est bien de se laisser perdre. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est un peu ça. En lisant, on se rend compte que ta vie, il y a ce flou... Comment dire, tu appelles ça Je parle de la logique floue. De la logique floue, un peu. Et j'aime ça, parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus dansant dans tout ça, et beaucoup plus dans l'instant, hein, où on se laisse pas porter. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette logique floue? Eh ben, c'est ce qui vient de nous arriver. C'est-à-dire qu'à un moment, on perd le fil. Et l'hypnose, c'est aussi ça. Ouais. C'est-à-dire, c'est ces moments où on perd le fil, mais en fait, c'est des moments très intéressants. Ouais. Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'autre on est arrivé à un autre niveau. Ouais. Et parfois, il y a des choses qui surgissent. Alors, selon les gens, ça peut être une sensation, ça peut être un geste. Donc, tu parlais de danser. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Il y a un livre de Roustan qui s'appelle « Il suffit d'un geste ». Et un geste peut contenir plein de choses. Un geste, ça peut être un geste dont on se souvient d'une personne qu'on a aimée. Ça peut être un geste qui, pour nous, qu'on fait tout le temps sans savoir qu'on le fait et qu'on a besoin de faire. Donc en fait, ça peut être une vision qui nous vient, un souvenir, une image qui nous revient, mais qui porte une énergie particulière. C'est pour ça que j'appelle ça les énergies de l'hypnose. Et donc l'hypnose nous aide à faire revenir des ressources très profondes et parfois un peu bizarres, un peu mystérieuses. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On ne se sent pas très à l'aise. Ça dépend. Par moment. Ou on se sent très à l'aise, mais on ne sait pas pourquoi. Oui, voilà. Oui, il y a quelque chose que le cerveau n'arrive pas à capter, que le corps lui capte. Oui, ou une image qui surgit, dont on se dit, mais d'où elle vient, et à la limite, peu importe. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire, il faut se laisser porter. Ouais. D'éviter de rationaliser tout ça, de mettre une logique et de s'en emparer. Ça ne sert pas nécessairement à grand-chose de vouloir effectivement le rationaliser. Ouais. Voilà, parce que c'est ce qu'on a tendance à faire tout le temps dans la vie quotidienne. Mais c'est quand même croustillant de parler de ce qui se passe dans ces moments-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui prend le dessus dans ces moments-là, quelles sont ces énergies, d'où viennent-elles? Bien sûr. Qu'est-ce qu'elles veulent nous apporter? Ouais. Et parfois, on reste sur l'énigme. Ouais. Et c'est très bien. Mais c'est la vie. C'est la vie. Je parle de quelques mouvements, quelques moments comme ça, qu'on pourrait être des petites épiphanies. C'est-à-dire, voilà, il y a des choses qui nous changent un peu aussi. Des manières de regarder les choses qui changent. Et moi, j'adore ça. Ben oui. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on est plus proche de la vie sentie, de la vie du moment et de son énergie du moment. Ouais. C'est ça qu'on cherche. Ouais. En tout cas, c'est ça que je cherche. Il y a des capacités, des dons, de nouvelles choses qui peuvent émerger dans cet état-là, plus que dans un état normal. On peut réveiller. Alors, l'hypnose n'est ni bonne ni mauvaise. C'est-à-dire que c'est un état, on peut le dire, c'est une capacité qu'on a tous, peu ou prou, en nous. Ces facultés comme ça de rêvasser parfois, de penser à autre chose, voilà. Donc, on vit tous ça. Mais parfois, on est dans une mauvaise hypnose. Donc, l'hypnose, ça nous aide à revenir à quelque chose qui soit nous. D'ailleurs, je parle aussi de mécanismes d'emprise, par exemple. C'est-à-dire le fait qu'on est un peu dans un mauvais rêve, quelque part. Et donc, il s'agit de revenir à soi et de sortir éventuellement d'automatismes qu'on a intégrés, mais qui sont pas les bons. Ouais. C'est-à-dire c'est ces moments de spirale descendante, d'angoisse, de peur, qui nous submergent, dont on n'arrive pas à sortir. C'est ça. On peut rester dans comme tu dis, dans une spirale ou dans des choses dans lesquelles on s'auto-intoxique
On s'enfonce. On peut s'enfoncer de manière un peu automatique et sans imaginer qu'on puisse faire un saut de côté. En fait, on peut... Propose-nous ce saut de côté, justement. Parlons-en de ce saut de côté, parce que c'est quand même génial d'avoir accès à ça. Si on peut. De sentir ce silence peser sur les épaules, comme tu dis. C'est revenir à soi. C'est revenir à soi, oui, ça c'est... Alors voilà, il y a plein de manières. Mais c'est génial, juste d'entendre ça, on sent quand on le lit dans le livre, de sentir ce poids du silence sur les épaules, comme cet espace autour. Je ne sais plus comment tu l'écris, mais on sent, en 3 lignes, on a une expérience de ça. C'est l'idée. C'est l'idée et ça vient... C'est aussi de l'improvisation pour moi, parce que ça dépend de ce qui se passe. C'est qu'est-ce que la personne en face... me dit, qu'est-ce que je sens en étant avec elle et comment on peut aller ensemble dans cet état un peu profond. Donc dans ces moments d'angoisse-là, de manière un peu plus pratique, comment on peut arriver à... Eh bien déjà, on peut raviver des ressources dont on dispose, c'est-à-dire des ressources de rêve, des ressources de souvenirs, des choses de l'enfance qui sont des énergies. Parce qu'en fait, c'est qu'on les a perdues, qu'on s'est éloigné quelque part de ça, ou qu'on les a perdues de vue, ou de sens. Et donc, l'idée, c'est d'aller chercher ça. C'est d'aller chercher par exemple, je parle de ce qu'on appelle parfois la safe place, c'est-à-dire un endroit sûr. Un endroit mentalement, corporellement sûr. D'ailleurs, en hypnose, on commence souvent par ça. Exactement. C'est souvent le premier exercice pour voir comment on réagit à l'hypnose, pour en faire une première expérience. Donc c'est de revenir ou d'imaginer, comme on le veut, un moment qu'on a vécu ou qu'on aimerait vivre, peu importe, comme un rêve. Dans lequel on a été particulièrement à l'aise, particulièrement bien, où on s'est senti en sécurité. Et ça peut être, ça dépend des gens, ça peut être, quelqu'un peut penser à une séance de méditation. Une plage, une clairière. Une plage, un moment avec des amis, un moment convivial, une maison de vacances, on imagine ce qu'on veut, le soleil sur sa peau, ça peut être... Tu vois, ça peut être des impressions, des sensations, des perceptions. Et donc, le propre de l'hypnose, c'est de rentrer, non pas par le mental, mais à travers, souvent, des éléments du corps. Voilà, le souvenir et le soleil sur sa peau, par exemple. Ou dans l'eau. Donc quand on va pas bien, pour rentrer dans cet état hypnotique, on pourrait se dire, reprenons contact avec notre corps déjà dans un premier temps. Absolument. Mais il faut encore y penser là, parce que quand on est dans cette spirale... C'est ça qui peut être difficile. C'est comment snap out of it, comme on dit en anglais. Comment on arrive à avoir cet instant de lucidité presque qui peut faire rentrer un état hypnotique. Oui, chacun a sa façon. Moi, ça pourrait être de lire un livre, par exemple. Ouais. Parce qu'un livre aussi nous emmène dans l'imaginaire. En fait, c'est toujours aller chercher des ressources de l'imaginaire. Et quand je dis l'imaginaire, c'est au sens large. C'est tout ce qui est perception, tout ce qui est ressenti et qu'on a en nous, en fait. Donc il faut pouvoir faut pouvoir faire ce petit pas de côté. Et puis des fois rapidement. Si on peut. Parce que si on fait une conférence, par exemple, on parle en public, devant une énorme audience, d'un seul coup il y a des crises d'angoisse ou autre, ou je ne sais pas, dans n'importe quelle situation, il y a beaucoup de... Et là, il y a cette spirale qui descend, hop, mais on doit réagir, on doit retourner dans l'instant. Alors ça s'apprend. Voilà, ça c'est très rapide, on ne peut pas sortir un livre. Ça s'apprend, ouais. Peut-être effectivement, c'est-à-dire ça se prépare. Là, tu vois, c'est tout ce qui est du domaine de la préparation à la performance, par exemple. C'est-à-dire... je perds mes moyens quand je suis en public. Je pensais, j'en parle je crois dans le livre, à cette jeune femme qui était très embêtée parce que dans ses réunions professionnelles, où il y avait beaucoup de pression, de tension, elle avait un chef qui était un peu caractériel, elle s'effondrait en larmes, donc elle n'arrivait pas à gérer ses émotions, elle perdait ses moyens, etc. Et elle s'en voulait terriblement.
Et ben, on a travaillé là-dessus. Elle est revenue dans cette réunion avec son chef. Elle a revisité en hypnose. Voilà. Et à voir cette émotion et qu'est-ce qu'il y avait, vers quoi ça l'emmenait, qu'est-ce que c'était. Et pour le coup, pas pour mettre un couvercle dessus en fait, mais là c'était pour l'accepter. Bien souvent c'est ça, non, nos parts d'ombre, nos peurs et En général dans la vie, la question c'est d'accepter. Ouais, parce qu'elles vont pas disparaître. Les choses sont là. La question, c'est comment on y réagit. C'est-à-dire si on en a honte, si voilà. Et là, il y a une spirale. Là, il y a quelque chose qui se met en place. Ou de la panique, ou de l'autodépression. On commence à se dire, mais je suis une merde, etc. L'autodépréciation, etc. Donc, la question, c'est de s'accepter tel qu'on est. L'émotion, c'est un truc normal. Et puis c'est OK, en fait. Ouais. Mais on peut travailler dessus, c'est ça la bonne nouvelle, à travers l'hypnose. Tout à fait. C'est un des moyens de travailler. Et pour parler de ton conférencier, là, qui peut avoir des... Non, mais je pense que c'est une des peurs principales de beaucoup de personnes, de parler en public. Ou de s'adresser, de faire des choses avec d'autres personnes autour, le regard des autres, tout ça qui... Oui, alors la question, alors ça, le regard des autres, il faut vraiment faut apprendre à s'en défaire. Ouais. Alors voilà, c'est pas toujours simple. On est une société où l'image est très importante, et je crois que l'un des enjeux, c'est de se décoller un peu des étiquettes. On n'est jamais dans la tête des autres. Ouais. Donc ce qu'ils pensent. On n'y a pas accès, on n'y peut pas grand-chose. Par contre, on peut agir sur soi. Donc, et si on s'accepte, en général, les autres nous acceptent tel qu'on s'accepte nous-mêmes. Oui, c'est fou ça. Ça marche bien, ce truc-là. Ça marche bien, mais c'est aussi, je me rappelle d'avoir fait cette interview à Chicago, alors c'était de l'EMDR, mais vraiment sur ce monsieur, Alan Watkin, je pense, qui travaillait avec ces vétérans de guerre, qui ont vécu carrément des expériences traumatisantes. Est-ce que là aussi, avec l'hypnose, avec ce genre d'hypnose, on peut accéder vraiment à des mémoires très violentes d'inceste, de guerre, de violence conjugale, à quel point ça peut aider aussi, et quel est le processus? Est-ce qu'il est long, ce processus? Est-ce que l'hypnose peut amener à libérer ou à revisiter Alors, je ferai une petite différence entre effectivement, par exemple, des traumatismes de guerre, où le MDR est assez réputé, sur tout ce qui est syndrome post-traumatique, parce qu'on va travailler sur des couches un petit peu, sur des couches très très profondes, et voilà, c'est une bonne réputation sur ce type de sujet. Les questions d'abus sexuels, par exemple, sont des choses qui reviennent assez fréquemment dans les mémoires qui surgissent en hypnose. Les mémoires traumatiques ressurgissent assez fréquemment. Et c'est à traiter aussi avec délicatesse, parce que tu sais, il y a eu des polémiques sur le fait de... On utilise parfois des états hypnotiques pour aller rechercher des souvenirs, etc. Et à ce moment-là, on risque d'implanter des interprétations, finalement. Eh oui. Donc, certains hypnotiseurs, d'ailleurs, le font. Interprètent à la place de la personne. Alors, ce qu'on fait, c'est comme n'importe quel thérapeute. On aide les personnes à recadrer des choses. C'est-à-dire, elles ont une vision... une certaine vision d'un événement, et c'est cette interprétation-là qui les a possiblement traumatisés, par exemple. À la fois, on peut les aider à se désensibiliser de l'émotion qu'elles ont vécue, c'est-à-dire de la mettre un peu à distance pour que ça soit gérable au quotidien, mais on peut les aider aussi à regarder les choses un petit peu différemment, ou à apporter une aide à la personne qu'elles ont été, ou à l'enfant qu'on a été à tel moment, et pouvoir établir un dialogue. Donc une aide, un accompagnement de soi à soi, quelque part. Donc ça, c'est des choses que l'on peut travailler en hypnose et en thérapie de manière générale. L'hypnose apporte un cadre à ça.
Non, parce que c'est là où moi, ça me fait partir dans un état hypnotique, les interviews de manière générale, parce qu'il y a il y a toujours quelque chose qui se passe dans... je trouve quand on se connecte à un être humain et qu'on ose, à travers ce geste, alors là c'est dans une interview, mais sinon avec un thérapeute de manière générale, encore plus dans l'hypnose, il y a quelque chose de... il y a quelque chose qui... je sais pas, qui guérit, c'est un contact qui est profond, qui est beau, qui est dans la partie plus inconsciente et qui ressurgit. Il y a quelque chose qui est... Je sais pas comment mettre les mots sur ce que je ressens, mais qui est tellement... qui est vulnérable à la fois et qui est tellement essentiel dans notre société et qui manque à notre société, ce moment de partage vrai au-delà du mental. Et ça permet après, plus tard, je trouve, en faisant plusieurs expériences hypnotiques, d'avoir même d'autres conversations dans le quotidien, d'autres partages, d'autres contacts qui sont plus proches de cet état et qui sont plus normales. C'est-à-dire que c'est comme une période presque initiatique pour un tremplin vers plus de plein dans notre vie, on va dire. Absolument. Absolument. Pour moi, c'est un apprentissage, de toute façon, ou un réapprentissage. Oui. C'est-à-dire qu'apprendre l'hypnose, c'est pouvoir être peut-être plus naturel dans sa vie. D'aller vers quelque chose de moins jugeant, peut-être de moins projeter certaines choses sur les autres. Donc c'est de trouver cette espèce de... Et l'espace de la thérapie, pour moi, c'est fondamentalement un espace de non-jugement. C'est ça qui est détendant. Ah ouais. Moi qui ai fait moult années de psychanalyse et autres, je ne sais pas comment les gens font de ne pas de temps en temps pouvoir être face à quelqu'un qui a à la fois une distance et qui accueille, voilà. Et on peut se lâcher sans enjeu. Ah ouais. Et dire les choses. Et dire, voilà. Mais des fois, il y a ces enfin pas des blocages, mais des parties de nous qui s'anesthésient, qui se sont tellement anesthésiées par rapport à ces traumatismes, que dans le coup, peut-être dans une hypnose, ça va être plus dur de percer à un moment ou d'y aller. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a comme ces différentes couches peut-être, ou des zones. Est-ce qu'on le ressent comme ça dans les thérapies hypnotiques? Est-ce qu'il y a des moments où on sent qu'il y a vraiment... ça y va pas, la personne n'a plus du tout de conscience dans cette partie-là? Parce que je fais le lien avec, Sandra Ingerman, qui est cette chamane qui fait du recouvrement d'âme. Et il y a comme ces morceaux de nous, elle qu'elle voit, qui sont comme partis et qui ont hiberné, qui ne sont plus là en nous, vivants, présents. Et je me demande si ça se retrouve aussi en hypnose, où il y a ces parties qui sont comme... de nous qui ont plus de vie, qui n'ont pas envie d'être visités. On ne sait même pas si ça c'est au-dessus d'un autre truc. Vous voyez, ça englobe le traumatisme ou si c'est ailleurs, comme si des parties de nous étaient endormies finalement. Moi j'appelle ça des défenses. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu une douleur, on a cicatrisé quelque chose, on a mis en place des biais ou des mécanismes de compensation qui font qu'on ne va pas à cet endroit-là ou qu'on garde ça un peu... voilà. Et après, ça dépend de la personne. Oui. C'est-à-dire que si une personne a besoin de parler d'un abus ou de quelque chose qu'elle a vraiment enfoui, etc., c'est une question de confiance. C'est est-ce qu'elle souhaite en parler ou pas. Oui, c'est ça, souvent. C'est-à-dire qu'il ne s'agit en aucun cas de pousser la personne à. Mais si elle consulte, c'est sans doute parce qu'elle ressent ce que tu dis, c'est-à-dire un blocage ou le sentiment qu'elle a des angles morts. Et donc, si elle met des choses un peu de côté, dans la vie, il y a plein de choses qu'elle ne verra pas, de ce fait-là. Donc, ça a des effets sur ses relations, sur sa vie. Donc, la question, c'est comment peut-être on aborde ces nœuds, ces endroits un peu fermés, comment on les aborde peut-être par le corps, par une autre approche, sans vouloir forcément mettre beaucoup d'intelligence dessus. Ouais, c'est ça. Pas trop d'intelligence, pas trop là-haut. À partir de quel âge on peut commencer l'hypnose? L'hypnose, ça marche très bien. Même à l'adolescence, hein. Non, mais ça marche très bien avec les enfants, ça marche très bien avec... Encore mieux même, non? Ah bah oui, on utilise ça pour
à l'hôpital, pour aider les enfants, par exemple, à supporter des moments difficiles, ou des enfants qui sont hospitalisés, etc. Donc, pour mobiliser des défenses. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour utiliser l'hypnose, non. Même pour des jeunes adolescentes qui ont des soucis d'alimentation, je vois il y a tellement de soucis à cet âge-là, entre le regard des autres à l'école, leur souci de s'alimenter, de vouloir en finir, troubles alimentaires, il y en a énormément. Est-ce que ça fonctionne? J'ai vu que ça avait énormément, enfin sans surprise, hein, que les confinements, etc. avaient fait augmenter de manière... Mais bon, ça je l'ai vu beaucoup, hein, les niveaux d'anxiété, les gens un peu phobiques, les gens contrôlants, etc. Ils se sont trouvés... parfois pris dans ces logiques de confinement, de refermement, de protection. Donc ça a beaucoup augmenté. Alors moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, je suis pas un spécialiste des troubles alimentaires, donc c'est pas des sujets sur lesquels j'irai spécifiquement avec l'hypnose. Mais il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans et il peut y avoir des résultats là aussi. Bien sûr, mais tout ce qui concerne les addictions, tous les comportements automatiques. Et oui. Tous les comportements automatiques, ce geste-là que l'on fait, voilà, c'est un geste qui se fait par lui-même. Ouais. Par des mécanismes dont on n'a pas conscience, automatiques, hein, comme tu disais tout à l'heure. Et donc, c'est de les réinvestir, là. C'est quoi ce geste-là qui me fait attraper ma cigarette? C'est quoi ce truc-là? Quel est le petit signal, là, le cri intérieur, on dit, qui fait que sans y penser, avec un espèce de plaisir, soi-disant, je vais attraper ma cigarette. Donc, on peut travailler là-dessus. On peut travailler et le mettre sous la lumière. Ça change le rapport à l'automatisme. Et à ce moment-là, il y a quelque chose il y a un espace qui s'ouvre, un espace de liberté, parce que c'est ça toujours la question. De retrouver même pour aider un couple qui est en plein divorce, un moment d'angoisse par rapport à un sujet précis. Je veux dire, les cas de figure sont nombreux. Tout à fait. Oui, non, c'est tous les cas. Un burn-out. Bien sûr. On va pouvoir, dans un burn-out, souvent on perd conscience de son corps, de la fatigue qui s'installe. Donc il faut retrouver ce contact-là pour pouvoir ne pas ensuite retomber là-dedans. On apprend à se détendre. On apprend à lâcher des choses, sur l'exigence qu'on se donne, la perfection, le besoin de satisfaire, de faire plaisir à autrui. Enfin, on travaille en fait sur tous les sujets. Oui, c'est juste énorme. Tous les sujets classiques. Oui. Est-ce que, donc, dans ce livre-là, comment on peut le résumer et comment tu le résumerais? Pour moi, c'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'hypnose, sans que ça soit un cours. Et pour moi, c'est une promenade. C'est une promenade en hypnose où on apprend à la fois techniquement, par l'histoire de l'hypnose, par des exemples, par des choses très subjectives que j'y ai mis, de mes propres expériences d'hypnotiser, parce que c'est celle que je connais le mieux. Hein, sinon, les personnes, voilà. Donc, à travers ça, faire vivre vraiment un voyage qui soit aussi instructif, mais aussi qui soit plaisant et qui permette une évasion. Et ce que tu disais tout à l'heure, je commence à avoir quelques retours du livre parce que ça fait 2 mois qu'il est sorti. Il est très bien écrit, très agréable à lire. C'est le but, voilà, que ça soit fluide. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles avaient voyagé, qu'elles étaient un peu entrées en transe, certains me l'ont dit. Ça m'a fait grand plaisir parce que c'est un peu ça que je cherchais. J'ai cherché vraiment à faire un livre dans lequel on puisse vraiment rentrer et glisser. Oui. Et qui puisse être utilisé au quotidien aussi, c'est ça qui est bien. Et où on puisse attraper des choses selon ce qui va nous venir à sa lecture. Ouais. Et d'avoir incorporé, bien parler du corps et du mouvement, justement. Oui, parce que... Ça, c'est bien d'en avoir parlé aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas un cerveau, quoi. Oui. On réfléchit aussi bien avec nos tripes au sens propre
qu'avec nos mains. On travaille avec nos mains, mais nos mains, nos vraies mains, elles ont plein d'intelligence. Et donc c'est de les retrouver, par exemple. Ça pourrait être ça. Parce qu'on les a perdus de vue. On est tellement haut, là, avec nos ordinateurs, nos écrans, nos angoisses. Tout ça monte. C'est comme dans la méditation. Il y a un lien, d'ailleurs, de l'hypnose et de la méditation. C'est revenir au corps, se réancrer. Vivre cette expérience humaine. Mais exactement. Parce qu'ensuite, on pourra l'utiliser au quotidien à n'importe quel moment. C'est ça l'idée, c'est de revivifier ces ressources-là. Merci beaucoup Marc pour cette interview. Merci Lilou. Merci chers co-créateurs, co-créatrices. Voici le livre Les énergies de l'hypnose aux éditions Albin Michel. Merci de partager cette vidéo et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.